Bonjour, je suis Faustine Charles, coach professionnel certifié ICF et entrepreneur passionné depuis plus de 28 ans. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du coaching. Que vous soyez à la tête d'une entreprise, un cadre en quête d'excellence ou simplement à la recherche de votre prochaine grande aventure, ce podcast est fait pour vous. J'invite régulièrement des entrepreneurs inspirants qui ont osé sauter le pas. Ils viennent partager leur parcours, leurs réussites, leurs galères, parce que oui, ça arrive à tout le monde, et surtout comment ils ont su rebondir et s'adapter pour atteindre leurs objectifs. Alors que vous soyez en train de courir, de conduire ou même de procrastiner dans votre canapé, laissez ces entrepreneurs vous accompagner et vous inspirer pour que vous puissiez vous aussi dire « Je suis l'entrepreneur de ma vie ». Bonne écoute. Parce que tu me disais que tu aimais beaucoup le côté artistique, la création, et que c'était là aussi que tu en étais arrivé à travailler sur un spectacle pour Avignon, et que c'est toujours un peu toujours un peu tiraillé finalement entre je veux faire de la création, mais je sais que c'est pas bankable et c'est pas comme ça que je vais gagner de l'argent. Et puis de se dire Augmenting Magic, il y a quand même aussi du monde derrière. Donc, c'est toujours trouver cette sorte d'équilibre entre ce qui, toi, te fait kiffer aussi, c'est ce que j'entends. Ce qui te fait kiffer dans la vie, c'est aussi la création. Et on en est arrivé à dire que, oui, TikTok et la partie social media, enfin, ce que tu avais mis en place pendant le Covid, tu essayais de recruter de nouvelles personnes pour pouvoir continuer aussi, peut-être, et garder cette branche d'activité. Eh ben, dis donc, qu'est-ce que tu as suivi? et oui, là, la réalité, c'est que là, je me retrouve à avoir toutes les clés en main pour. Je sais exactement ce qu'il faut faire pour avoir un compte qui a des millions d'abonnés et faire des millions de vues sur chaque vidéo. Et après, c'est juste une question de où est-ce que je mets mon temps aujourd'hui. C'est ça. Et parce que, est-ce que j'ai plutôt envie de faire du spectacle ou est-ce que j'ai plutôt envie d'avoir des millions de vues sur TikTok, sachant que, ah ouais, ça c'est assez intéressant, c'est que la partie TikTok et la partie spectacle est totalement dissociée. C'est-à-dire que durant toutes ces années, je n'ai jamais réussi à trouver un contenu viral qui apporte directement au spectacle qu'on fait avec Augmented Magic. Je n'ai jamais réussi à trouver un lien. Alors, ça marche un peu, tu vois. J'ai réussi à faire quelques dizaines de milliers de vues et voilà, de générer des achats de places grand public dans les spectacles en faisant des vidéos buzz. Ouais, ok. Mais j'ai jamais réussi à avoir une viralité que ce que j'ai pu avoir où, par exemple, quand on a travaillé avec Disney ou avec les magasins de jouets, on pouvait analyser les courbes d'achat magasin et les courbes de lancement de vidéos et on voyait qu'il y avait un lien direct en analyse de tracking de ces chiffres, que quand on lançait la série de vidéos Harry Potter, on avait une rupture de stock de jouets Harry Potter dans les magasins. Il y avait un lien de cause à effet. Mais avec le spectacle, je n'ai pas vraiment réussi à faire ça, en tout cas en organique. Quand je dis en organique, c'est sans mettre d'argent sur des pubs ou les pubs. C'est ce que j'ai fait sur TikTok, c'est que je n'ai jamais mis 1 euro sur TikTok, à tel point que TikTok France m'a appelé pour que je leur explique comment je faisais. Ils étaient persuadés que j'avais des bots derrière. Ils m'ont demandé de faire des conférences chez eux. Ils m'ont dit non, mais voilà, on va pas. T'as craqué l'algorithme. Ouais, on va pas t'embêter, mais sincèrement, dis-nous qu'est-ce que tu as fait. TikTok France t'a appelé carrément pour connaître. Ouais, ils m'ont demandé. La directrice qui se reconnaîtra, la directrice de TikTok France marketing, m'a appelé en me disant ok, comment tu fais? Et en même temps, si je peux le dire, on est dans une émission entrepreneuriale. C'est que, en vrai, voilà, je sais pourquoi elle m'appelle. C'est que je devenais concurrentiel à leur vente média pour les grosses marques. C'est à partir du moment où tu as un Disney qui se dit en fait, le budget qu'on avait prévu de donner à TikTok France, on va plutôt le donner à Moula parce que en fait, il arrive à faire les mêmes résultats. Alors, il peut pas nous le promettre parce que TikTok, ils appuient sur un bouton et hop, de toute façon, tu seras forcé à voir la pub média, et c'est pareil pour Instagram, par Facebook, ils vont bien cibler. Ils font un travail qui est remarquable
pour faire ça. Ils le font très bien. Et moi, j'utilise des services comme ça quand j'en ai besoin aussi. Moi, je vais plutôt, de manière maligne, me dire, OK, comment je vais toucher cette audience avec tel contenu de manière organique en faisant ça. Il faut que les gens ils regardent la vidéo plusieurs fois. Du coup, je vais faire ça. Et du coup, la vidéo elle va être très bien réfléchie et de manière organique. Ça va être, c'est presque un virus dans l'appli en fait. C'est que il y a les enfants de 10 ans, 15 ans, ils m'ont surnommé à l'époque, ils m'ont dit t'es le cancer de TikTok. C'est-à-dire qu'il y a une période où ils ne pouvaient pas ne pas tomber sur une de mes vidéos, tellement c'était viral. Bon, après, voilà, bon, ça taille beaucoup. Quand tu as 10 ans, que tu es sur TikTok, ça vanne dans tous les sens. Quoi. Mais c'est vrai, c'est que j'arrivais à créer des vidéos qui partaient dans tous les sens. Ouais, vas-y, balance 3-4 secrets là, Moula, pour justement avoir cette visibilité et faire qu'à un moment donné, ta petite vidéo, elle devienne virale. C'est quoi les quelques secrets? Donne pas tout, parce qu'à un moment donné, il faut effectivement quand même que les gens continuent à te payer sur cette activité que tu vas continuer. Mais quelques conseils. C'est quoi? Déjà, mon conseil numéro 1, déjà, clairement, je vais le dire de manière très claire. Désolé pour les termes, je vais dire un mot un peu vulgaire. Faut pas hésiter à faire de la merde. Voilà. Ça, on avait compris. Conseil numéro 1, c'est dit, voilà, je ne sais pas comment dire ça de manière plus polie. Il ne faut pas hésiter à faire un contenu qui n'est pas. C'est dur à dire hein, sans dire ce mot. Qui n'est pas. Il ne faut pas chercher à faire de la qualité. C'est peut-être ça que tu voulais dire. Ouais, voilà. Il faut même aller à l'opposé de la qualité parfois. D'accord, ok. Plus ça va être nul à première vue, plus ça a des chances de marcher. Sur ce réseau, hein, c'est très spécifique TikTok. Du coup, quand tu es une marque et que tu veux montrer ton produit, que tu veux bien le montrer dans un bel écran, et ben, tu as plutôt. Moi, je te conseille, si tu es une marque de luxe, genre tu es Louis Vuitton, et que tu as envie de montrer ton Louis Vuitton avec la belle lumière et tout, et ben, je te conseille plutôt d'ouvrir une poubelle avec plein de déchets organiques et de trouver ton sac et de te dire waouh, j'ai le nouveau sac Louis Vuitton incroyable dans la poubelle. Mais attends, mais il coûte combien? Oh, il y a encore l'étiquette d'achat. Il coûte. Cette vidéo, vous la faites, hein? Je vous jure, ça marche. Vous la faites, c'est cadeau. Waouh, il coûte 10 500 €. Oh, c'est génial. Ah, tu sais quoi? Tiens, je vais essayer de le revendre. Attends, je le mets sur Vinted. Ah, waouh, on me l'a acheté à 9 000 $. Voilà. Cette vidéo marche. Cette vidéo marche, elle dure 1 minute. C'est tous les gens qui font du TikTok, ils vont entendre le scénario de cette vidéo, ils savent que ça va marcher. Et si vous ne savez pas utiliser TikTok, faites cette vidéo, ça va marcher, je vous l'assure. Typiquement, voilà, ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est de chercher à faire des vidéos qui ne sont pas compréhensibles du premier coup. Typiquement, la vidéo que je viens de te décrire, elle va marcher parce que quand tu vas la regarder une première fois, tu vas dire c'est qui ce gars, c'est qui cette meuf, c'est qui ce. Attends, mais quoi? Non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Attends, non, c'est un montage. Ah non, c'est des vrais déchets. Et tu regardes la vidéo une deuxième fois. Après, tu regardes parce que tu veux revoir si sur l'étiquette, c'est vraiment une étiquette officielle. Tu regardes si le mec, il a été vraiment sur Vinted. Du coup, tu réanalyses ta vidéo. Et du coup, qu'est-ce que ça fait dans l'algorithme? L'algorithme, il te dit, OK, cette vidéo qui fait 1 minute, elle a été visionnée 2 fois, 3 fois par les gens. Ça veut dire qu'il y a un intérêt, il la revoit. Et après, si en plus tu dis un trick du genre ah, ce sac il me dégoûte, regarde, je remodifie la première vidéo, ce sac il me dégoûte, vous savez quoi, je peux même pas l'emmener chez moi et le vendre, j'ai peur qu'il y ait des bactéries dessus, je le laisse dans la rue de la Fédération, au 19 bis sur ce vélo, allez le chercher, ça m'a dégoûté. Alors là en plus, tu as des gens qui vont aller sur place, qui vont prendre le métro et qui vont poster et qui vont dire il n'était pas là, qui l'a pris? Alors, et là, si en plus tu as quelqu'un qui fait un relais vidéo, un autre influenceur qui se dit oh, j'ai récupéré le sac, je l'ai pris. Je suis en train de vous faire tout un plan de com là dans la vidéo. Le sac qu'il l'a pris et qu'il l'a retrouvé et qu'il l'a reposté sur sa chaîne, ça repart. Et globalement, ça, c'était le deuxième conseil. C'est comme ça que j'ai lancé le compte Pickwick Toys à l'époque. C'est en faisant des allers-retours entre plusieurs comptes viraux et en jouant comme ça. Troisième conseil,
l'analyse. L'analyse, mais l'analyse, pas l'analyse, ah c'est cool, ça a marché. L'analyse mathématique, l'analyse Excel, l'analyse de compter sur chaque post, nombre de vues, nombre de likes, nombre de partages, générer des graphiques, regarder comment le nombre d'abonnés évolue, regarder vraiment les métriques. Et ça, se créer ses propres analyseurs. Nous, on a été jusqu'à développer notre système d'analyse de vidéos TikTok, de prendre des données et que ça génère nos graphiques pour que nous, on puisse analyser plus loin que le bouton statistique de TikTok. Et ça nous a permis d'aller super loin et d'avoir des véritables discussions. Et quand les groupes marketing avec lesquels on parlait, on avait totalement explosé leur KPI, ils nous disaient, mais là, t'as explosé les KPI, mais les vidéos que tu fais ne sont pas en accord avec la marque. Il faut savoir, est-ce que vous voulez avoir des centaines de milliers d'abonnés ou est-ce que vous voulez montrer ce produit mais que ça ne fasse pas de vues? Et là, c'est tout. En fait, si je comprends bien, c'est ça, c'est que tu sors aussi un peu la marque de son contexte. Bah oui. Le côté, effectivement, voilà, Vuitton, poubelle, c'est ça. C'est la polarité qui va aussi fonctionner sur TikTok parce que tu crées aussi la surprise, l'étonnement, et que les gens se disent, c'est qui ce mec? Comment cette marque, elle peut être mise finalement si mal en avant? Et c'est ça qui fonctionne. Tu vas cueillir les gens là où effectivement, ils s'y attendent pas, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et là, je parle très spécifiquement de TikTok. Hein. Sur Instagram, rien à voir. Et moi, tu vois, j'ai Instagram, mais j'aime moins parce que tu as de la qualité, peut-être un peu plus, Moula, et là, tu es très emmerdé. Hein. Ouais. Justement, si tu vois mon compte Instagram, il n'a rien à voir avec mon compte TikTok. C'est vrai. Il est vachement plus lissé. Belle photo, belle vidéo, beaucoup moins de likes, beaucoup moins d'engagement, mais c'est un portfolio. C'est typiquement mon client, il va voir, il se dit tiens, on va voir son Insta, il fait ah oui, franchement, c'est propre. La grosse convention cybersécurité où on a les 500 CEO du monde qu'on ramène en jet privé et on doit faire un show d'opening, c'est le bon mec. Tu vois, c'est plus ça mon Insta. Mon TikTok, s'ils vont dessus, ils vont pas se dire c'est le bon mec. Là, tu m'amènes justement à la transition pour la prochaine question parce que oui, ton Insta est vrai, c'est vrai, est très très joli et tu mets aussi en avant pas mal l'IA, hein, j'ai vu dans les dernières vidéos que tu as. Et toi, c'est vrai que l'intelligence artificielle, dans ton métier, tu l'utilises plein de fins différentes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que c'est vrai qu'on est un petit peu dans cette période intelligence artificielle où on est là, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller, est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce que de toute façon, on est obligé de l'intégrer parce que si on n'intègre pas, on passe à côté de quelque chose et peut-être aussi d'une carrière entrepreneuriale? Toi, c'est quoi ta position là? Alors, là, tu touches à un sujet très sensible dont je suis très content de parler. Alors, déjà, je te raconte ma première rencontre avec l'IA. C'était quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai développé des IA. Du coup, je devais créer des systèmes de réseau de neurones. Ça faisait partie de mon cursus. À ce moment-là, je me suis dit, c'est un truc de malade, mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Du coup, ça fait des trucs simples, ça reconnaît un objet, voilà, bon, bref, c'est pas forcément un truc de fou. Mais j'avais gardé ça dans un coin de ma tête, comme la VR, comme le tap tactile, les choses comme ça. Je me suis dit, c'est une techno intéressante, les hologrammes, voilà, c'est une techno intéressante à garder dans le collimateur. Et là, on avait fait Global AI Summit, du coup, le méga congrès mondial de l'IA, où j'avais monté 4 shows en Arabie Saoudite et il y avait tout le monde. Il y avait les gens de ChatGPT, de Microsoft, tout le monde était là et c'est le moment où tout s'est lancé. Et c'est après ce congrès qu'il y a eu l'explosion générale de l'IA mondiale, quoi. Du coup, j'étais là-bas et quand j'étais là-bas et j'ai travaillé parce qu'en plus on a commencé à travailler sur ce projet pendant le Covid. Du coup, je commençais à me documenter à fond sur l'IA et durant cette période-là, parce que je devais faire les shows qui représentent l'IA. Et là, j'ai commencé à découvrir dans quoi on était, le monde dans lequel on était en train d'aller pendant ces 2 années de préparation. Et je me suis dit, si ces outils sur lesquels je suis en train de préparer le spectacle sortent vraiment pour le grand public, et là je parle de ChatGPT, DALL-E 3, toutes ces choses-là, je me suis dit, si ça devient vraiment accessible au grand public, ça va être une révolution. Et alors là, j'ai commencé, au moment où c'est sorti,
Bah, globalement, aujourd'hui, j'ai des comptes partout. J'ai des comptes chez Microsoft, sur leurs outils Copilot. J'ai ChatGPT 4 en séparé de Microsoft, alors que j'ai déjà chez Microsoft, pour comparer les deux algos. J'ai du DALL-E 3, du Leonardo, du DaVinci. Enfin, j'utilise dans plein de choses. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que je peux décupler mon cerveau. C'est des trucs qui me prenaient des jours, des choses où j'embauchais des gens à plein temps pour les faire, je peux les faire en 20 secondes. C'est genre inimaginable. Tu vois, typiquement, un exemple de traduire dans un anglais juridique un document de 20 pages, ça me prenait d'avoir un avocat, quelqu'un de l'admin de mon équipe, moi qui m'y remettais, regarder chaque clause, pour arriver à un premier jet où là, je repassais derrière et je me disais, ah ouais, ça non, ça oui, ça non, ça on enlève, ça on optimise. Et en fait, au bout de plusieurs jours, j'avais cette version que je pouvais rechecker. Et là, cette version que je peux rechecker, je l'ai en 20 secondes. Du coup, et ça, c'est un exemple. C'est pareil avec la création d'images. Là, en face de moi, là, j'ai des images des prochains spectacles que je génère par IA. Alors après, laisse tomber les prompts. Hein, c'est que je fais pas dessine-moi s'envole. Hein, c'est pas ça. C'est que j'ai des bases de données de prompts à fournir à mes IA pour qu'elles génèrent mes images. Et c'est de l'ingénierie d'avoir généré ces prompts. Et ces prompts ont été générés en collaboration avec l'IA. Du coup, ça me permet d'aller beaucoup plus vite et plus loin dans ce processus aussi de création graphique, même si je suis convaincu d'une chose, c'est que aujourd'hui, et c'est d'ailleurs très judicieux de Microsoft d'avoir appelé Copilot son IA, c'est que l'IA, il faut la copiloter. C'est pas quelque chose d'autonome. Et si l'humain est assez intelligent, et je pense que l'humain est assez intelligent pour se dire qu'on construit des véhicules qu'on conduit, on construit des outils à notre service, tu vois, ça serait hyper embêtant d'avoir construit un marteau et que le marteau, du jour au lendemain, il se décide de te taper sur la tête parce que le marteau, il dit non, moi je veux faire mon action de marteau tout seul, j'ai pas besoin de toi pour me dire où je dois taper. Ça serait embêtant. Je pense que l'IA, c'est un peu pareil. Tu vois, je pense qu'on est assez intelligent et vraiment, je l'espère. Pour se dire, OK, on est en train de construire ça, mais ça va être un outil qu'on va driver. Malheureusement, effectivement, c'est la grosse crainte, c'est qui conduit cette IA. Si c'est des gens bien intentionnés, c'est génial. Si c'est des gens mal intentionnés, c'est pas si génial que ça. Là, j'étais à Cannes au salon de l'AI il y a quelques jours. On a commencé un peu à parler avec pas mal de gens et lors d'une table ronde, je me suis retrouvé avec des gens qui étaient dans l'armée. Et là, je leur disais, mais en fait, ouais, c'est vrai que c'est pas rigolo parce que moi j'utilise l'AI pour faire du rêve, du spectacle et aller plus loin dans l'émotion. Et eux, concrètement, ils doivent utiliser l'AI pour se défendre contre des armes de guerre massives en AI. Et eux, ils doivent faire les armes qui montrent que eux aussi, ils ont des choses aussi performantes. Sauf que là, éthiquement, on est sur effectivement, on est sur un scénario un peu à la Terminator, quoi. C'est qu'il y a un peu un truc où tu te dis, OK, là, ça devient flippant. Là, ça devient flippant quand tu apprends que globalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe j'avais pas forcément prévu de parler de ça, mais qu'en Ukraine et en Russie, il y a des drones AI qui combattent d'autres drones AI et que la guerre se passe entre des drones et des drones qui s'attaquent les uns les autres et que c'est un combat d'intelligence artificielle développé par deux nations. Et là, tu te dis, ah ouais, ça c'est assez flippant. Alors là où ils m'ont rassuré, c'est qu'ils m'ont dit que les drones étaient potentiellement faits pour attaquer les autres drones, mais on n'est pas à l'abri que des gens mal intentionnés fassent n'importe quoi avec ces choses-là. Du coup, je pense que comme toute méga innovation technologique, c'est un super outil, mais qu'en fonction de qui l'utilise et dans quoi il est utilisé, ça peut être le meilleur des outils comme le pire. Et c'est là où ça devient très dangereux.
Passons ça. Moi, de mon côté, l'AI, je trouve ça génial. C'est vraiment un truc qui me permet de créer des spectacles à toute vitesse, de coder des trucs en divisant les temps par 20, de créer des images, d'accélérer les processus graphiques pour créer les images de nos spectacles. Et j'utilise l'AI tous les jours, toutes les heures. Toutes les heures, tout le temps. Ah ouais, non, mais vraiment, je te jure, c'est un truc de malade. Et je pense que là, il y a une révolution qui est. En fait, en ce moment, je suis trop à fond sur l'AI et je parle à plein de gens. Je parle avec des traders qui du coup, tradent avec l'AI. Et genre, ils ont des résultats quasiment automatiques parce que l'AI n'a pas d'émotion. C'est que, par exemple, dans le trading, dans la bourse, les gens, quand ils voient des montées et des descentes, ils se disent « Ah non, je vais tout vendre là, ça s'écroule. Ah, ça monte, je mets de l'argent. » C'est le pire truc à faire. L'AI, ok, j'ai été programmé pour faire ça, tac, tac, clac, 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 sans tu laisses tourner le truc, ça part, quoi. Et du coup, il va peut-être faire des rentabilités qui sont moins grosses que ce que tu aurais fait sur un temps donné. Oui. Par contre, tu la laisses tourner sur le long Mais terme. d'un sang-froid aussi, sans faille, on va dire. Ouais, et après, artistiquement, c'est là que aussi on atteint des limites, c'est que elle va pas avoir la sensibilité d'un humain. Et en tout cas aujourd'hui, la quantité, tu vois, aujourd'hui, t'appelles une danseuse, par exemple, sur un spectacle et tu lui dis, voilà, on va faire une création sur la légèreté. Tiens, essaye, danse, ouvre, et on va garder le meilleur. Tu travailles avec quelqu'un qui a une vraie sensibilité, tu vas faire quelque chose qui est beau. Aujourd'hui, l'AI, tu lui donnes un truc comme ça. C'est peut-être effectivement plus froid. Ouais, il n'y a pas cette émotion encore qui arrive à sortir peut-être ou plus difficilement. Plus difficilement. Ok. Bien guidé. En tout cas, c'est très bon pour tout ce qui est mathématique, de trouver de la cohérence dans l'écriture, de faire des calculs. Dans la structure, tu dirais plus effectivement dans la structure, soit ça t'apporte énormément. Ouais. C'est quoi pour toi les prochains grands objectifs, tes prochains plus grands objectifs pour toi et ton entreprise? C'est quoi, Moula? Alors, il y en a plusieurs. Alors déjà là, il y a un gros spectacle qu'on est en train de monter là pour l'année prochaine, justement dans lequel il y aura de l'AI, beaucoup. Je pense qu'on l'a bien compris. mais vraiment les bons côtés et j'ai vraiment envie que ce spectacle qui va être très gros, on arrive à le faire tourner partout et que ça soit pas quelque chose qui soit limité, ce qui arrive toujours, où on tourne beaucoup dans les Émirats parce qu'il y a des moyens techniques pour faire les choses. Mais là, j'aimerais bien qu'on arrive enfin à emmener ce spectacle dans tous les théâtres, que ce soit en France, que ce soit dans des pays aussi où il n'y a pas forcément d'accès à la culture, que ça ne tourne pas que dans des gros événements ou dans des endroits où il y a des gros dispositifs, mais qu'on arrive à trouver comment, entrepreneurialement, on arrive à avoir les bons acteurs qui se lient à ce projet pour réussir à emmener quelque chose de beau, de grandiose et plein d'émotions dans des endroits où voilà, il n'y a pas forcément ça. Et je parle aussi de la France. Et tu parles aussi de la France. Donc là, ça serait quoi? Ça serait plus un appel à... J'ai besoin peut-être de partenaires. Tu aurais besoin de quoi justement pour que ça soit... Ouais, ça serait avoir les bonnes salles, les bons partenaires pour emmener un bon spectacle sur la thématique de la technologie. Et donc, vous l'avez deviné aussi de l'AI, mais en tournée et dans le monde entier, et aussi, aussi dans des salles où le business model dont on discutait juste avant, du spectacle, n'étant pas adapté, parce que clairement, quand les gens achètent 20 €, 30 € une place,
Tu ne peux pas, tu peux pas ramener des spectacles comme ça, ce n'est pas possible. Ça marche quand tu es à Las Vegas et que tu payes 150 $ ton billet, et du coup, bah oui, tu as de la trésor, là, tu peux faire ça. Mais on va pas demander en France aux gens de payer 150 $ leur billet pour aller voir un spectacle dans un théâtre, ça n'a pas de sens. Ou alors tu te dis, bah, personne ne pourra le voir, ça sera qu'une certaine catégorie de gens qui pourront y accéder. Et moi, c'est pas ce que je veux. Et je veux que ça, on puisse l'emmener aussi. Tu vois, on a fait des très belles tournées avec les instituts français en Birmanie, en Thaïlande, au Vietnam. Et le spectacle, on a pu économiquement faire quelque chose où tout le monde pouvait y accéder. Et même pour des gens qui avaient 1 ou 2 euros pour acheter leur billet, ils pouvaient accéder au spectacle. Du coup, j'ai vraiment envie de monter ce gros projet et que ça puisse tourner vraiment à l'international. Donc, que ce soit financé aussi, donc en partenariat peut-être avec qui justement en Birmanie? Il y a qui derrière? C'est pour que ce soit viable. C'est des privés. C'est forcément. Ouais, c'est forcément des privés. Et en fait, je pense très sincèrement que il y a un combat qu'il faut réussir à résoudre. Il y a une espèce de guerre privée publique en France. Tu as une espèce d'élite culturelle publique et tu as le privé. Non, ça c'est pas la culture. Et en fait, je pense qu'il y a un moment, faut arrêter quoi. Faut arrêter parce que nous, quand on monte un spectacle, clairement, bah, t'as des machines, t'as du Microsoft, t'as du Dell derrière, t'as du Intel, t'as du Apple, t'as tout ça. Et sans ça, bah, on ne montrerait pas le spectacle qu'il y a en face. Et on peut pas se dire non, c'est la culture, on va faire du spectacle avec une plume qui tombe doucement sur la scène, sur du violon. Il y a un moment, voilà, on vit en 2024, il y a tout ça qui existe. Et les spectacles aujourd'hui, bah, il faut qu'on ait ces outils-là et on peut pas continuer éperdument à avoir du théâtre de texte dans des découpes de lumière. Alors c'est très beau. La culture, ça ne peut pas être que ça. Que ça. C'est ça et ça. C'est ça. C'est aussi autre chose. Et je pense que voilà, il y a quelque chose à résoudre. Particulièrement là, je parle en France à ce niveau-là. Et j'ai le sentiment que ça va changer. Mais voilà, je pense que ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand je parlais de mes rêves d'enfant au début, où je me disais qu'est-ce que c'est que la magie pour moi, et je donnais des images de téléportation, tout ça, il y a un moment donné, les enfants aujourd'hui qui sont, enfin c'est plus des enfants, mais quand tu es à l'école primaire, quand tu es au collège, même quand tu es à la maternelle, t'aimerais qu'en spectacle, dans ton cursus, on t'emmène voir des spectacles où tu te dis waouh, c'est trop cool. Tu vois, t'as pas envie que ta sortie culturelle, ça soit ah ouais, c'était vraiment, je m'endormais devant la pièce. Et là, tu vois, on a fait un truc avec le théâtre de la Scala à Paris que j'ai trouvé génial. On a recréé le Petit Prince en magie augmentée. Du coup, on avait de la mise en scène de théâtre classique du Petit Prince, une actrice qui est formidable, un super metteur en scène. Et en fait, on s'est dit, OK, on reprend ça et en fait, on réimagine avec la magie, la technologie, des hologrammes, le spectacle. OK. Alors, ça s'est fait du coup dans le théâtre privé d'un théâtre public de la Scala. Et ça cartonne et ça joue depuis septembre, c'est complet à chaque fois. Et là, on vient d'avoir la nouvelle qu'on va être nominé pour potentiellement avoir un Molière cette année. On est du coup, on va voir là dans quelques mois ce qui se passe et ça a l'air bien parti. J'espère que ça va marcher. Mais tu vois, ça veut dire qu'un texte comme le Petit Prince de Saint-Exupéry, on ajoute le travail d'Augmented Magic, d'hologramme, de technologie, où on utilise les technologies du privé pour monter tout ça, on arrive à créer quelque chose qui est beau, qui marche, et les gens ils nous disent waouh, on nous emmène dans un univers magique, on s'attendait pas à ça, venir voir le Petit Prince au théâtre, quoi. Et les résultats, ça cartonne. Et j'espère que ce spectacle va avoir un Molière. J'espère que ce spectacle va aussi, et d'ailleurs il joue tous les jours, enfin tous les 3 jours en ce moment à Paris.
j'espère que ce spectacle il va être traduit dans d'autres langues, partir à l'international, parce que j'ai aussi des clients à Dubaï qui me disent hey, ton spectacle, Le Petit Prince, est-ce qu'on peut le mettre là aussi quoi? Est-ce qu'on peut faire une version anglaise qui joue là-bas? Parce que eux, ils veulent avoir cet accès à la culture française. Mais justement, pourquoi eux, ils viennent? C'est parce que la technologie et l'holographie et toutes ces choses-là qu'on a mis en place dans le spectacle, ils se sont dit, ouais, c'est quoi ce truc d'Augmented Magic là? Mais on dirait que derrière, il y a des textes intéressants de la France. Tu vois, c'est un peu leur vision de la chose. Et du coup, ils s'intéressent au Petit Prince alors qu'ils n'en ont jamais entendu parler à la base. Et je pense que, voilà, moi, j'ai envie de faire des beaux projets comme ça qui rayonnent à l'international sans cesser d'innover et sans cesser de créer de plus en plus de projets, que ce soit installation, magie, spectacle, vidéo. J'ai envie de mettre de la magie augmentée partout, quoi, et de faire rêver les gens et surtout de permettre aux gens de vivre le rêve qu'ils ont et de s'évader grâce à la magie. Parce que la magie, c'est... Très joli programme, très joli programme. Une dernière question, Moula, avant de nous quitter, parce qu'on pourrait rester 2 heures, on pourrait faire plusieurs podcasts, même la partie 1, 2, 3, 4, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et la semaine prochaine, la partie 2. Et la semaine prochaine, la partie 2. Bon, allez, un conseil. Comment? Partie 2, Le Petit Prince à Dubaï. Un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer ou de monter une société, de suivre un peu, voilà, ce serait quoi le conseil? Alors, deuxième sujet qui me tient à cœur. Alors, je pense très sincèrement, je vais donner un vrai conseil aussi. Je pense très sincèrement que il y a pas tant de risques que ça. Typiquement, tu vas pas mourir. Non, mais c'est vrai. Tu vois, il y a un truc. Moi, j'étais dans cette situation quand j'étais en école d'ingénieur. On me proposait des gros salaires chez Microsoft, chez Dassault Systèmes. Ils voulaient m'embaucher. Et moi, je me suis dit, il y en avait certains aussi qui ne voulaient pas m'embaucher dans leur équipe. Aussi. Il est trop chez père. Laisse tomber, on a vu comment il code. Il a des super idées en magie, mais lui, on ne le prend pas dans l'équipe de développement, on le met dans le marketing, quoi. Et en fait, à ce moment-là, j'avais ma famille qui m'a dit accepte, regarde, au moins tu as une stabilité de vie. Qu'est-ce que tu vas faire à lancer ta boîte? Tu as une stabilité de vie. C'est joli. Ouais, tu as une stabilité de vie, va travailler là et après tu fais ton projet. Et moi, en fait, en même temps, je me suis dit, attends, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Moi, c'est de la magie, c'est vivre ces émotions avec les gens, c'est les gens qui font oh, c'est incroyable! Moi, c'est ça que je veux vivre tous les jours. C'est de faire ressentir aux gens l'émotion que moi j'ai sentie la première fois que j'ai vu de la magie. C'est ça qui compte pour moi. C'est cette émotion d'étonnement. Je la trouve tellement belle et j'ai envie de la donner. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, si je fais ça, au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Je vais monter une boîte, je vais vendre les 2-3 spectacles que j'ai en premier, et après, je vais faire faillite. Et ça, c'est le pire des cas. Et je chercherai un travail. Ou alors, je peux faire quoi? Je peux chercher un travail. Ah bah, c'est beaucoup plus excitant de tenter, de voir si tu as une chance de réussir plutôt que de même pas tenter. Et en fait, la majorité des gens qui, je pense, ne se lancent pas, c'est qu'ils n'ont pas osé se lancer. Et en fait, quand tu oses te lancer et tu vas à 100%, alors par contre, tu vas pas faire du 10h, 18h, tu vas bosser jour et nuit, tu vas te lever à 6h. Oui, alors parlons-en, Moula, mais oui, parce qu'il ne faut pas, il faut pas se mentir. Voilà. Tu bosses beaucoup. Bah oui, c'est ça. Et après, c'est une question, est-ce que tu préfères faire un taf que tu n'aimes pas, où tu vas aller déprimer à ton travail et tu vas faire des petites horaires et après tu vas être pépouze à la maison à regarder un film le soir, ou est-ce que tu préfères faire un truc qui va te toucher à vie et tu vas te dire waouh, j'ai créé ça, et les gens ils vont parler de toi en disant waouh, regarde, c'est trop bien ce qu'on a vécu, oh là là, c'est trop bien. Moi, je sais que le choix il est vite fait, je préfère bosser jour et nuit et que les gens s'en souviennent toute leur vie, quoi. Parce qu'il y a la passion derrière aussi. Donc, si je comprends bien, lance-toi. S'il y a une passion, c'est ce que tu dirais, toi? Moi je dirais déjà, étape 1, trouve, et c'est le plus dur. C'est vraiment le plus dur.
trouve qu'est-ce que tu aimes. Trouve vraiment qu'est-ce que tu aimes. Et pour ça, fais-toi du bien, quoi. Tu vois, t'es sur Terre, t'as cherché à manger tous les jours, tu t'es guéri des maladies, tu te bats. Autorise-toi 30 minutes le matin à penser qu'est-ce que tu veux faire qui te ferait plaisir, quoi. Autorise-toi ça, quoi. Parce que à quoi bon vivre si égoïstement tu penses pas 30 minutes à toi le matin, qu'est-ce qui te ferait plaisir dans ta vie? Et moi, je sais que c'est un truc que je continue toujours à faire le matin, c'est de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et les clients, des fois, qui me proposent des choses où je sens que j'ai pas envie de le faire, Ouais. bah, je dis non parce que je sais que ça va être tellement dur et ça va être émotionnellement tellement horrible. Alors oui, des fois tu vas refuser de l'argent, mais en fait c'est que ça va tellement prendre le moral que du coup je me dis non, je préfère ne pas être en contact avec ces gens-là. Je préfère faire ça, même si ça va être un peu plus dur financièrement, je préfère faire ça. Du coup, Tu as ce luxe aussi aujourd'hui de choisir, même si on peut toujours choisir, mais en tout cas, tu t'es accordé, tu t'es autorisé aussi ce luxe de dire, voilà, moi, il y a certains clients ou certains projets sur lesquels j'ai pas envie de travailler parce que je sais que le plan de l'énergie ou du mental, ça va pas fonctionner. Parce que tu arrives aussi à t'écouter et à savoir ce qui te convient c'est et ce qui ne ça. te convient pas. C'est ça. Tu Moi, te connais suffisamment pour te dire là, j'ai envie d'y aller, là, j'ai pas envie d'y aller. Et ce luxe aussi, peut-être financièrement, de te dire que ouais, tu as aussi, et tu as tout fait et tu as tout mis en place aussi pour pouvoir avoir ce choix-là, faire ce choix de prendre ou de ne pas prendre. Bravo, Moulin. Eh bien, écoute, hein, un grand merci pour ces conseils, en tout cas, qui viennent clôturer ce podcast extrêmement intéressant où on a parlé d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies, de création, d'art, hein, parce que n'oublions pas quand même que tu as été, que tu es quand même chevalier des arts et des lettres. C'est quand même pas rien en 2023. Bravo Moula. Et c'était très très chouette, très intéressant d'avoir cet échange avec toi. Je suis sûre que pour les entrepreneurs qui se lancent, qui vont se lancer, qui sont déjà lancés, voilà, d'entendre aussi cette passion qui ressort aussi de ton discours et puis cette envie tout le temps d'aller développer de nouvelles compétences, d'acquérir de nouvelles expériences de vie professionnelle. Je trouve que c'est quand même vachement inspirant. Merci Moula pour la participation à ce podcast. Eh ben, avec grand plaisir, quoi. Et du coup, voilà, si vous voulez en discuter plus dans une partie 2, je suis là. Et alors, on va demander en commentaire de ce podcast, effectivement, si on part sur une partie 2 très, très vite. Ça serait de continuer cette discussion. Merci Moula. Je te dis à très bientôt et puis surtout, bon vol cet après-midi pour Dubaï. Eh ben, merci beaucoup et à très bientôt, Faustine, pour de nouvelles aventures. Pour de nouvelles aventures. Ciao Moula. Ciao, ciao.